Je commence. Bonjour à tous, il est 14h30. Donc, nous voulions vous souhaiter bienvenue à ce premier webinaire sur l'alternance et sur l'apprentissage organisé par les équipes de l'Agir Carco, de la branche retraite complémentaire et prévoyance et d'Uniformation, notre OPCO, qui est également présent avec nous aujourd'hui. Je me présente, je suis Sophie de Rancourt, responsable du pôle partenariat et relations écoles à l'Agir Carco et en charge des questions d'apprentissage et d'alternance au niveau de la branche. Nous allons passer 1 heure et demie ensemble jusqu'à 16h, 16h10 pour parler d'apprentissage et d'alternance dans la branche retraite complémentaire et prévoyance. Je vais démarrer ce webinaire. Qui sommes-nous? La première question, la branche retraite complémentaire et prévoyance, qu'est-ce que c'est? C'est 30 000 collaborateurs répartis sur tout le territoire national euh, qui travaillent au service de l'intérêt général et de la solidarité autour de 4 grands thèmes d'activité: retraite complémentaire, prévoyance, mais aussi mutuelle santé, épargne salariale. Chaque année, chaque année, et notamment en 2018, c'est également plus de 800 alternants reçus sur l'ensemble de nos sites et l'ensemble des collaborateurs de la branche ont cœur à transmettre leur métier et leurs valeurs surtout à ces alternants. Donc c'est pour ça que je vous propose au cours de cette session 3 thèmes que nous allons aborder avec les différents intervenants. Tout d'abord, Morgane Legrand de l'Observatoire des métiers qui vous présentera la diversité des métiers de la branche retraite complémentaire et prévoyance. 66 métiers au service de tous à découvrir, donc il y en a forcément un qui fait sens pour vous. Ensuite, je vous propose d'approfondir les mécanismes de l'apprentissage et de l'alternance avec Jean-Christophe Boulanger d'Uniformation. Et enfin, Emmanuel Vallée, responsable du pôle gestion des talents à l'Agir Carco, vous donnera des conseils, des trucs et astuces pour améliorer votre CV et pour réussir vos entretiens de recrutement. Tout au long de cette session, qui sera enregistrée et disponible en replay sur notre site, je vous l'indiquerai à la fin de la session, vous pourrez poser vos questions donc au moyen du fil de conversation et de l'onglet public. Elles seront relayées auprès des intervenants qui y répondront en fonction de leur intervention pendant celle-ci ou à la fin de celle-ci. N'hésitez pas à poser toutes les questions possibles. Morgane, c'est à toi. Bonjour à tous, je me présente, Morgane Legrand, je travaille à l'Observatoire des métiers et des qualifications au sein de l'Agir Carco et j'ai pour mission aujourd'hui de vous présenter un peu nos métiers, puisqu'on en a beaucoup, comme Sophie vient de vous le dire, on en a 66, mais 66 métiers, c'est pas mal de spécialisations. Donc avant de rentrer dans le sujet des métiers, je voulais vous faire un peu une présentation plus complète de notre domaine d'activité. Donc comme vous le voyez à l'écran, en fait, on a 2 grands domaines d'activité. Le premier, c'est la retraite complémentaire et le deuxième, c'est l'assurance de personnes. N'hésitez pas à me dire, hein, si je parle un peu vite ou si vous comprenez pas, le chat est là pour ça et voilà. Donc en fait, au niveau retraite complémentaire, c'est tout ce qui est un peu, ce qui vient, s'ajouter à la retraite obligatoire qu'on a aujourd'hui avec la CNAV et ça repose sur un principe de double solidarité, le côté générationnel et professionnel. C'est pour ça quand nous, on travaille, en fait, on donne de l'argent, pour les retraités, d'aujourd'hui et c'est inversement. Donc vous, vous êtes en train de cotiser, quand vous allez commencer à travailler, même en alternance, pour les retraités, d'aujourd'hui. Les aléas du direct, comme ça, vous savez tout. Donc je vais reprendre où j'en étais. Donc au niveau, aussi, je vous ai donné un peu les âges, de notre branche pour que vous ayez une vision un peu plus complète. Donc on voit en fait que l'âge d'embauche en CDI, c'est cette fois, à 36 ans. L'âge moyen est de 45 ans. On est, des gens expérimentés ici et l'âge de cessation d'activité, c'est plutôt 61 ans. Et vu qu'aujourd'hui on parle d'apprentissage, j'ai fait plutôt un focus sur en fait, les contrats d'apprentissage en 2018 chez nous et quelles étaient un peu les familles, de métiers où on avait le plus et quels étaient ces métiers. Donc on voit que le premier métier, c'est assistant commercial, assistant secrétaire et conseiller gestion particulier. Vous inquiétez pas, je vous donne les infos comme ça, mais on va en reparler après, de façon plus détaillée et plus sympathique. Donc voilà. Donc
Là, je voulais vous montrer un peu la pluralité de nos métiers, parce que même si on a 31 000 collaborateurs, on a 8 grandes familles, que ce soit action sociale, conseil et pilotage, développement, finance, conseil et gestion, support, système d'information et management. Et en fait, de ces 8 familles, nous, on a découlé 66 métiers un peu repères, un peu phares, pour pouvoir un peu classer les gens de la branche. Et on voit que pour chaque métier a une vocation particulière, et chaque métier a aussi des valeurs particulières qui sont celles de la branche, qu'on verra tout à l'heure. Et avant de rentrer un peu plus dans le détail dans les métiers, puisque j'ai fait le choix, par manque de temps, de vous présenter 4 grandes familles, vous aurez accès après à un support avec toutes les familles professionnelles. Et pour chaque famille professionnelle, vous avez les compétences clés, la finalité, une petite vidéo d'un collaborateur qui vous explique quel est son métier, ses valeurs. Donc c'est un peu, il y a des clics partout, donc c'est très interactif pour vous. Donc tout ça c'est pour vous après. Et donc voilà. Et comme moi je travaille dans un observatoire, c'est un peu particulier comme statut. Nous, ce qu'on aime bien regarder, c'est les facteurs de transformation en fait. Quels facteurs viennent impacter les métiers. Parce que je pense qu'il faut le savoir et c'est une bonne grille de lecture pour vous, de se dire que les métiers d'aujourd'hui, ils évoluent et les métiers de demain ne sont pas encore ceux d'aujourd'hui. Oui, j'ai osé dire cette phrase. Et en fait, c'est juste pour vous donner un peu des grilles de lecture, pour vous dire en fait qu'est-ce qui se passe dans notre environnement professionnel, que ce soit dans notre branche ou ailleurs, qui viennent impacter un peu les métiers. Donc pour ça, en fait, moi, je vous les ai classés en 4 grandes familles. Et pour chaque, après, famille professionnelle, c'est décliné quels sont les facteurs les plus importants. Donc il y a tout ce qui est technologique, avec le digital, le big data, tout ce qui est automatisation des process. En fait, je pense que c'est le facteur transformation qui est le plus tangible pour nous, pour vous, dû de notre jeune âge. Souvent, on est très digital et on voit qu'en fait, ça change énormément un peu les paradigmes et comment on travaille. Après, il y a tout ce qui est réglementaire, parce que la loi, nul n'est censé ignorer la loi. Donc c'est important au niveau de différents métiers, surtout en tout ce qui est commercial. Après, il y a tout ce qui est évolution sociétale. Et donc, c'est tout ce qui est évolution de la demande client et tout ce qui est exigence de qualité. En fait, on le voit aujourd'hui, on est de plus en plus exigeant en tant que client, qu'on soit client interne, en tant que collaborateur ou même externe. Donc, par exemple, quand vous commandez sur Amazon, vous voulez être livré le lendemain. Et c'est pour ça, quand vous commandez autre chose, vous aimez bien être livré aussi le lendemain. En fait, c'est pour dire que toutes nos expériences elles viennent impacter un peu comment on voit le service de demain et comment, en fait, nous, professionnels, on doit se positionner de la même façon. Et le dernier, c'est tout ce qui est économique, avec tout ce qui est concurrentiel, surtout pour l'assurance de personnes, tout ce qui est diversité des acteurs. En fait, il y a de plus en plus de nouveaux acteurs, des pure players. Les pure players, c'est tout ce qui sont 100% digitaux, qui ne sont pas du tout physiques comme on peut avoir un peu partout chez nous, et tout ce qui est maîtrise des coûts. En fait, tout ça, c'est pour vous dire qu'en fait, ces 4 grands facteurs, qu'on peut après subdiviser en d'autres facteurs, ils viennent impacter vos métiers, ils viennent changer. En fait, même si demain, vous avez une alternance, le métier que vous allez faire pour votre alternance demain, dans 5 ans, ne sera pas forcément le même. Ça se trouve, on va vous demander d'autres compétences, d'être un peu plus digital, d'être un peu plus en veille, d'être un peu plus en interaction avec les autres. Et donc tout ça, c'est une gymnastique que moi je trouve important de vous dire avant de se lancer sur le monde du travail et surtout de l'alternance, qui est souvent un peu compliqué. Et donc pour entrer dans le vif du sujet, en fait, je vais vous faire un focus sur les 4 grandes familles professionnelles par rapport aux alternants qui sont disponibles, qui sont présents chez nous. Donc en fait, c'est la famille du développement qui regroupe tous les métiers commercial et marketing, la famille conseil et gestion, la famille support et également la famille conseil et pilotage. Alors, donc pour ça. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions, une envie, je suis là pour ça. Et en fait, la famille développement, chez nous, en fait, elle représente beaucoup d'alternants. Euh, pardon. Mais aussi, en fait, elle a une particularité comparée aux autres familles de notre branche, en fait. C'est la seule famille qui est 100% orientée assurance. Pardon, j'ai utilisé le fil de le chat, en fait. Qui est 100% orientée assurance de personnes. Qui est 100%, pardon, j'ai utilisé le fil de le chat, en fait. Qui est 100% orientée assurance de personnes et prévoyance. Donc oui, vous n'avez pas de commerciaux en retraite complémentaire et on ne fait pas de marketing sur la retraite complémentaire, ce qui paraît un peu logique. Et donc en fait, la famille développement, c'est un peu une famille qui bouge énormément, notamment au point de vue légal et technologique. Donc dans ce cadre-là, en fait, nous, on a scindé cette famille en 2 parties, soit la partie commerciale, donc c'est tout ce qui est développement de l'offre commerciale, client, action, prospection, fidélisation client. En fait, c'est vraiment le commercial qu'on imagine tous, que ce soit le commercial à la Fnac,
j'allais dire Auchan, mais peut-être pas. Mais en fait, c'est vraiment le commercial, voilà, c'est juste qu'on est commercial dans la santé, chez nous. Et après, il y a le côté marketing, produit opérationnel. En fait, le marketing, c'est des personnes qui vont travailler à chercher à se différencier par l'innovation. Donc l'innovation, ça peut être soit par des nouveaux produits et services. Souvent, bah, c'est eux qui vont trouver les nouveaux services. Par exemple, nous, on sait qu'il y a Malakoff Humanis qui avait lancé il y a quelques années. C'est quelque chose d'un peu nouveau. C'était autour de l'absentéisme, en fait. Et en fait, c'est leur service marketing stratégique qui avait réfléchi sur comment on peut mieux accompagner nos clients sur des problématiques particulières. Et en fait, on voit que sur ces 2 métiers-là, on a on voit, c'est très perturbant de voir mon nom alors que je parle. On voit en fait que la satisfaction client, elle est au cœur du sujet et c'est vraiment, important en fait pour les métiers commerciaux, que ce soit marketing ou vraiment commercial de base, enfin typique. C'est vraiment important d'avoir ce côté client relationnel digital et on voit que ces métiers, ils évoluent par tout ce qui est réglementaire, par exemple, et tout ce qui est RGPD. Je pense que vous en avez entendu parler aussi, vous à titre personnel, au niveau de vos données parce que, ben, vos données privées, elles sont importantes. Faut les, faut savoir qui les gère, qui les a et quelles sont-elles. Donc en fait, souvent sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, tout ça, on vous a demandé en début d'année de mettre à jour un peu les processus de données. Et en fait, c'est aussi important ça, parce que pour les offres, vu qu'on a accès à beaucoup de données, ça permet aussi de dire, voilà, en fait, vos données, on n'utilise pas pour se faire de l'argent, c'est pour vous accompagner, c'est pour vous aider. Donc il y a un peu tout ça qui rentre en compte. Il y a tout ce qui est réseaux sociaux. On voit qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est indispensable pour beaucoup de métiers, même pour les métiers commerciaux, parce que justement, en fait, la chasse, ce qu'on appelle nous la chasse, non pas la chasse avec la pêche, mais bref, focus, Morgane, tout ce qui est chasse, c'est important en fait d'être reconnu sur ces réseaux comme quelqu'un qui s'y connaît, comme un peu un expert. Donc on voit que votre présence sur les réseaux, même à votre échelle maintenant, elle peut être très importante. Surtout si vous avez un réseau LinkedIn, c'est vraiment important qu'il soit à jour, qu'il soit propre. Et en plus qu'on voit un peu votre centre d'intérêt et pas juste que oui, vous aimez vous likez des photos de petits chatons sur Instagram, c'est bien. Mais au niveau professionnel, c'est pas forcément la meilleure carte à jouer. Voilà. Là, c'est un conseil de Morgane Legrand en direct. Donc, donc après, en termes de... Voilà. Donc en fait, là, je voulais vous parler un peu de la deuxième grande famille, c'était la famille conseil et gestion, qui est vraiment en fait la famille cœur de notre branche. Elle représente 40% des effectifs. Et en fait, c'est vraiment le cœur du réacteur de comment on gère la retraite complémentaire et l'assurance de personnes chez nous. Et pour moi, à mes yeux, le métier qui est le plus emblématique, c'est vraiment le métier de conseiller client, parce que c'est un métier qui bouge énormément, au vu de ce que je vous ai dit au niveau du digital, des nouvelles attentes clients, le côté j'ai envie d'être connu, reconnu, tout ça. Donc ça, c'est très important et ça vient vraiment impacter ce métier. Et on voit qu'en fait, avant, on va dire qu'on était beaucoup plus dans une position passive avec des grands guillemets, hein, voilà, guillemets que vous voyez, passive pour quelque chose d'un peu plus actif, avec des coups de fil un peu plus sortants, ce que nous on appelle aussi des coups de fil câlins, pour savoir si tout va bien chez vous. Ça se trouve, votre grand-mère, elle a eu des petits coups de fil câlins pendant le confinement, c'est possible. En fait, c'est quelque chose de nouveau qu'on essaye de mettre en place. C'est le, c'est le côté vraiment humain, aller un peu plus dans l'interaction et vraiment dépasser ce côté juste je vous appelle quand en fait j'ai quelque chose à vous demander. En fait, c'est vraiment sur le côté relation client et on voit que c'est vraiment important parce qu'aujourd'hui, la relation client, en fait, elle vient changer une expérience d'achat, une expérience de vie pour tout le monde. Et en fait, avec une mauvaise expérience client, on peut se dire, bah, en fait, je sais que ben, demain, j'ai un problème avec ma retraite, appelez la Carco, j'ai pas forcément envie. Et c'est dommage, alors que quand on se dit, ah, bah, j'ai appelé la Carco, super réactif, super sympa, ils m'ont reconnu, elle m'a transféré à la bonne personne, à me transférer à la bonne personne, donc tout va bien. Donc en fait, c'est vrai que la relation client est très importante. Et pour cela, et comme beaucoup de métiers, il faut capitaliser sur des compétences que soit vous avez déjà, que soit vous allez apprendre en apprentissage, ou soit que vous allez apprendre au fil de l'eau. Par exemple, pour tout ce qui est conseiller client, c'est vraiment une communication orale et écrite. Parce que bizarrement, avec les réseaux sociaux, tout ça, les chats en live, tout ce qui est écrit, ça revient énormément. Donc en fait, avant, on aurait pu croire que finalement, on était beaucoup plus dans l'oralité. Et finalement, bah, l'écrit revient. Donc c'est important de passer la certification Voltaire. Voilà. Donc il y a tout ce qui est pédagogie, digital, l'esprit de collaboration et tout ce qui est... Ok, on peut changer de slide. Bah, c'est bon. Bah, non, c'est là. Donc voilà. Donc je voulais vous dire ça. Après, hop.
J'ai passé plutôt au métier du support. En fait, les métiers du support chez nous, ça représente énormément de familles et c'est un peu compliqué de vous faire un focus sur un seul métier. Alors c'est des métiers très différents en fait, parce qu'on a d'abord tout ce qui est assistant et on l'a vu au début, c'est le deuxième métier en alternant chez nous, le côté assistant secrétaire. Et c'est un métier en fait qui s'est largement transformé au cours des dernières années, parce qu'on voit que les assistants secrétaires sont de plus en plus amenés à travailler de façon transverse. Et c'est plus juste comme on peut croire, comme on peut le voir dans les films, dans les séries, je prends des rendez-vous c'est pas ça en fait. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus abouti, de beaucoup plus sympathique. Et ça demande des compétences aussi métiers plus que des compétences purement traditionnelles qu'on associe aux assistants. Donc on voit que l'assistanat, c'est un métier qui bouge énormément et qui continue de bouger, donc c'est super intéressant. Et après, il y a tout ce qui est métier logistique, services généraux. Donc c'est un peu tous ceux qui gèrent et qui optimisent la disposition des moyens humains et les services pour la sécurité des individus. Donc c'est tous ceux qui vous permettent d'avoir, quand vous êtes dans une entreprise, d'avoir tout ce qui est PC, qui est un bureau pour vous, qui est une place, qu'on arrive à vous connaître. Enfin, en fait, c'est un peu tous ces gens-là, en fait, c'est un peu les ombres de l'ombre. On les voit pas souvent, mais ils font énormément de choses. Et c'est super important. Après, on a le métier un peu juridique, donc c'est tout ce qui sert à la réglementation, l'interprétation de la loi, être sûr qu'on est bien en conformité avec la loi, qu'est-ce qu'on peut faire, les dangers, parce que c'est vrai que quand on ne respecte pas une loi, il peut avoir des sanctions qui peuvent être plus ou moins lourdes, notamment sur l'utilisation des données personnelles, ça peut faire très très mal à une entreprise, ça. Et après, il y a tout ce qui est la partie communication. Je pense que la partie communication, c'est peut-être quelque chose qui vous parle plus, qui pourrait qui peut vous intéresser un peu plus que peut-être les métiers de la logistique. Donc en fait, les métiers de la communication, ils sont très variés chez nous. On peut être chargé d'études, chargé de communication, pardon, webmaster, infographiste, content manager. Donc ça, c'est un intitulé qu'on peut voir passer notamment sur les job boards de votre côté. Et on voit que le digital, il a énormément impacté les métiers de la communication, puisqu'on communique plus aujourd'hui comme avant ou comme il y a 5 ans, comme même il y a 10 ans, 5 ans, même je pense l'année dernière, on communique plus pareil. Et on voit vraiment qu'il y a une vraie tendance, il y a un vrai travail de veille qui se fait sur les métiers de la communication pour savoir comment communiquer, quels sont les bons mots, les bons canaux. Parce que qui aurait cru que maintenant Instagram c'était aussi un canal intéressant quand on a une entreprise. Je pense qu'il y a 5 ans, tout le monde ne parlait pas dessus et on voit vraiment que tout évolue et que les communications, même si elles sont peut-être un peu plus décalées sur Instagram par rapport à un site institutionnel, elles sont complémentaires et c'est important. Et pour gérer toutes ces communications, qui est vraiment cette idée d'image, d'irréputation, d'entreprise, de marque employeur, comme on aime appeler ça, comme on aime appeler cela, c'est important en fait d'avoir besoin de la communication qui ont une vision globale et qui arrive à se détacher plus ou moins des contents, que ce soit des contents plutôt papier comme celui-là, ou digital comme ce qu'on est en train de faire. En fait, c'est vraiment le côté, il y a une image de marque et ça nous permet aussi de se différencier de la concurrence. Parce qu'au final, si beaucoup de monde préfère Coca que Pepsi, c'est pas que pour le goût, c'est aussi pour l'image. Voilà, je fais aussi du placement de produits à mes heures perdues. Et là, je voulais vous faire un peu un petit focus sur justement un des nouveaux métiers dont on parle énormément. C'est tout ce qui est community manager, vu qu'on parle beaucoup de réseaux sociaux. Et je pense que c'est quelque chose où vous êtes plus sensible que la plupart des gens là-dessus. Ah bah voilà, bah parfait, bah voilà. Donc à toi communicant, bonjour. Donc c'est vraiment en fait un métier qui est en train d'évoluer, qui est en train d'émerger énormément dans les entreprises. Et c'est vrai que c'est un expert en fait qui doit aussi gérer l'image de marque. Et pour cela, j'avais prévu une petite vidéo, je pense qu'elle est intéressante, que je vais vous lancer. Et si je lance la vidéo, elle va se lancer chez eux aussi. Petite question technique. Il suffit juste que moi je clique et ça la lance partout, c'est ça? Ou pas? Ouais. Mais tu... Ça marche pas. Euh, Non, 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 mais en fait, elle avait inséré le lien dans la slide. C'est pas actif. Bon, bah, c'est pas grave, je vous ai fait une fausse joie, désolé. Non, mais au pire, ça vous permettra de regarder des contents après pour vous. Et c'était juste pour vous expliquer comment elle a défini son métier. Et je trouve ça intéressant de toujours voir quelqu'un qui fait ce métier en parler. C'est plus sympa qu'autre chose. Donc, vous inquiétez pas, vous aurez tous les liens après sur le support quand vous l'aurez téléchargé à la fin.
Et la dernière famille que je voulais un peu vous présenter, c'est une famille que nous on a appelée conseil et pilotage. Et en fait, c'est une famille, un peu une famille support, sans l'aide vraiment. Et en fait, ça représente des familles de métiers assez particulières. Par exemple, l'actuariat, c'est vraiment une spécialité des métiers d'assurance. En fait, c'est la personne qui va calculer le delta de votre contrat pour dire en fait le taux de risque. Et en fait, ça, c'est un métier purement concurrentiel. Et un des métiers qu'on met souvent pas très loin derrière, c'est le métier de data scientist. Je pense que c'est un métier qui peut vous parler, puisque souvent on en parle beaucoup. En fait, qu'est-ce qu'un data scientist? Que fait un data scientist? Vous avez une petite vidéo pour vous l'expliquer disponible sur le support. Et en fait, c'est juste en fait pour vous montrer un peu la pluralité de nos métiers. Après, il y a tout ce qui est audit et contrôle, donc tout ce qui est expertise professionnelle aboutissant à un jugement par rapport à une norme, à état financier. Souvent, en audit, c'est plutôt des cabinets, donc on peut avoir EY, tout ça. En fait, c'est plutôt des gens qui viennent vérifier qu'on fait bien notre métier et qu'on respecte bien les règles. En somme, tout ce qui est contrôle de gestion, c'est pour tout ce qui est suivi budgétaire, pour être sûr que chaque euro dépensé est bien suivi et qu'on n'est pas en train de dépenser de l'argent qu'on n'a pas. Pour après, en fait, c'est très important au niveau de tout ce qui est pilotage d'activité, d'avoir ce suivi un peu budgétaire. Après, on a la famille organisation qualité, qui est tout ce qui est un peu plutôt gestion de projet avec tout ce qui est, tous les métiers de la MOA, en fait, qui permettent de définir un besoin. Par exemple, vous voulez mettre en place un nouveau site internet. Ça, moi, mon besoin, c'est d'avoir un nouveau site internet. Et après, moi, en tant que MOA, je vais venir un peu chercher, un peu vous titiller sur oui, vous voulez quoi comme fonctionnalité, il y a quoi, machin, pour après le traduire. En fait, c'est vraiment quelqu'un qui vient vous aider et qui vient vous appuyer en gestion de projet. Et après, il y a tous les métiers ressources humaines. Et donc là, les ressources humaines, après, Emmanuel vous en parlera mieux que moi, vu que c'est ce qu'elle fait tous les jours. Donc c'est tout ce qui est recrutement, intégration, gestion de carrière, formation et rémunération. Et ben, faut savoir que demain, vous passez un entretien d'embauche pour une alternance, en fait, vous passez par le process recrutement. Après, vous êtes pris. Ah, il y a le process intégration. Une fois que vous êtes intégré, que tout se passe bien, ben, on peut vous proposer soit des formations. Donc en fait, on voit vraiment que les ressources humaines, surtout quand on a alternant, c'est quelque chose d'important parce que c'est quelque chose qui vous suit. Et souvent, en fait, les ressources humaines bah, vous suivent bien parce que comme souvent on est jeune, moi j'ai fait une alternance il y a quelques années déjà maintenant. Et c'est vrai que la RH était un peu le point de repère avec tous les interlocuteurs, qui avait vraiment ce côté un peu plus humain pour être sûr qu'on s'adaptait bien. Et c'est vrai que les ressources humaines, moi ce que j'aime bien, c'est ce côté humain. Et voilà. Donc voilà, c'est à peu près ce que je voulais vous dire cet après-midi sur les différents métiers. Après, je pourrais vous parler pendant des heures encore de tous les métiers, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, à les envoyer dans le chat, voilà, dans le chat public animateur. Moi, je suis là pour répondre à vos questions. J'espère que, que le support pourra répondre à vos questions, un peu pour définir un peu mieux nos métiers, pour que vous arriviez à vous positionner. Mais c'est vrai qu'en fait, je pense que peu importe votre profil, là, il y a un métier chez nous qui peut vous correspondre, parce que nous, on a vraiment des valeurs humaines au cœur de nos métiers. Surtout en action sociale, j'en ai pas beaucoup parlé, mais l'action sociale, c'est très humain chez nous, beaucoup plus, puisqu'on vient en aide aux personnes. Et voilà. Morgane, du coup, moi, je vais poser une question, effectivement. Euh, on disait tous des métiers qui ont du sens, des métiers au service des autres. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Effectivement, tu as parlé de l'action sociale. Qu'est-ce que ça veut dire un métier qui a du sens, un métier tourné vers la solidarité ou l'intérêt général? Bah, je vais vous dire ma définition parce que je pense qu'on a chacun une autre définition de qu'est-ce qu'un métier qui a du sens. Mais c'est vrai que les métiers de l'action sociale, je pense que c'est vraiment la famille la plus emblématique pour expliquer, oui, nos métiers ont du sens. Parce que c'est des métiers qui viennent en aide au public fragilisé, donc que ce soit des personnes retraitées, soit des personnes loin de l'emploi. Et il y a une autre catégorie de personnes, mais je ne me souviens plus. Mais en fait, c'est vraiment des collaborateurs, des individus qui viennent vous aider, qui viennent essayer d'apporter des solutions à vos problèmes. Et moi, je trouve que c'est très humain de se dire qu'aujourd'hui, malgré dans la société dans laquelle on vit, il y a quand même des personnes, il y a quand même des solutions pour nous aider, que ce soit juste pour nous mettre en contact avec avec le bon prestataire sur j'ai des problèmes de garde d'enfants ou j'ai des problèmes, j'arrive pas à trouver un emploi. Bah attendez, nous on a des réseaux avec Pôle Emploi. Je vois par rapport à là où vous habitez, bah il y a un truc là, vous pouvez y aller. En fait, c'est vraiment ce côté maillage, et en plus au niveau du territoire, on sait bien, il n'y a personne qui est abandonné, parce que souvent, quand on parle de la France, on parle que de la métropole, la France est beaucoup plus large que ça, en fait, hein. Je vous le dis, je sais, je fais aussi de la géographie. Mais en fait, ce que j'aime bien, c'est que l'action sociale, c'est que c'est vraiment quelque chose qui vient parler aux autres. Et ce que je disais,
moi, pourquoi j'ai choisi cette branche et pas une autre? C'est le côté humain parce que c'est vrai que c'est rare pour avoir travaillé en banque, par exemple. Quand on demande aux personnes ici pourquoi vous travaillez ici, ben souvent on voit que c'est le côté humain qui ressort. Le côté ben j'aime apporter de l'aide, non, c'est important ce qu'on fait, c'est solidaire. Et je trouve que ça ressort vachement, même sur des métiers qu'on penserait pas. Et c'est ça que j'aime bien ici. Je pense qu'en fait, tous nos métiers ont un peu de sens. Et je vous encourage fortement à trouver un métier qui a du sens pour vous. Parce qu'on travaille énormément. On travaille pendant 40 ans, voire plus, hein. J'ai pas envie de vous faire peur, mais on en est là. Mais c'est vrai que c'est mieux de trouver quelque chose, un métier qui vous parle, qui vous donne envie de vous dire bah, tous les matins, je me lève et je vais travailler pour faire quelque chose qui a un sens pour moi. Après, vous pouvez trouver du sens dans votre vie personnelle avec des assos, tout ça. Mais en tout cas, je trouve que c'est bien pour vous, peu importe votre situation, d'avoir quelque chose qui répond vraiment à vos valeurs et qui vous donne envie d'avancer dans la vie, quoi. Merci Morgane donc pour cette intervention sur les métiers. Donc comme le disait Morgane, à l'issue de la session, vous pourrez télécharger le support et là, vous aurez les liens actifs pour visualiser les vidéos métiers, les vidéos sur les compétences associées à ces métiers, les nouvelles compétences, les métiers émergents qui ont, qui plus est, du sens dans notre branche. Donc je vous propose maintenant d'écouter Jean-Christophe Boulanger qui va intervenir, qui est chargé de mission chez Notre Opco Uniformation. Donc, il va pouvoir se présenter mieux que je ne le fais et répondre, vous présenter les dispositifs légaux d'apprentissage et de professionnalisation, en tout cas d'alternance, et vous parler des formations qui mènent à l'alternance. Donc, Jean-Christophe, je te cède la parole. Merci Sophie, bonjour à tous. Donc effectivement, je suis ravi d'être avec vous pour vous présenter aujourd'hui l'alternance. Alors je vais peut-être mettre le support. Hop, parfait. Comme vous avez pu le voir grâce à la présentation de Morgane, voilà, il y a 66 métiers dans la protection sociale, même au-delà de là, mais en tout cas il y en a 66 principaux. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut accéder à ces métiers via l'alternance. Pour pouvoir un petit peu se former et puis découvrir le métier en même temps. Avant de commencer, je crois qu'on avait prévu un petit sondage pour pour lancer la présentation. Je sais pas comment. Alors, bon, c'est pas grave, le sondage, je sais pas. Alors, je crois qu'il arrive. Parfait, Juste, merci. voilà. Ça met un petit peu de temps. Voilà, il y a un Il petit temps de chargement et il arrive. n'y a pas de Donc, à problème. chacun, allez-y, répondez aux questions en ligne. L'idée, c'est de connaître un petit peu voilà, votre niveau de connaissance des dispositifs de l'alternance. Vous savez ce que c'est, vous savez très bien ce que c'est, vous savez à peu près ce que c'est, mais bon, c'est pas très clair, ou alors pas du tout. L'alternance, je sais pas du tout ce que c'est. Donc n'hésitez pas à y répondre pour qu'on puisse, voilà, pour qu'on puisse voir un petit peu votre niveau de connaissance et adapter la présentation. Alors, on voit les chiffres qui montent progressivement. Il reste 4 participants. Donc, est-ce que Bon, tout le monde arrive? On vous laisse encore un tout petit peu de temps pour. Il suffit de cliquer. C'est pas compliqué. Non répondu. Allez-y. Donc, allez, 2, 3 secondes pour répondre encore. bon, c'est pas grave, ça donne de toute C'est façon déjà une première image un petit peu du niveau de connaissance. Donc on voit voilà qu'on a à peu près un tiers d'entre vous qui savent un petit peu ce que c'est, mais sans plus, et puis quelques-uns qui savent très bien ce que c'est. Du coup, on va reprendre en détail pour tous les autres pour que tout le monde ait la bonne information. Pour ceux qui connaissent bien ce que c'est, j'espère quand même que je vais pouvoir répondre à quelques interrogations. Et puis si je vais pas assez loin dans la présentation, si vous avez des questions bien précises, n'hésitez pas surtout à les poser dans le chat, comme ça on pourra échanger là-dessus en fin de présentation. Donc comme je le disais, l'alternance, c'est déjà le principe d'acquérir des compétences en combinant à la fois la théorie et la pratique.
C'est-à-dire qu'on va pouvoir passer un temps en école, en fait, on va pouvoir avoir des temps de formation en école, et puis on va confronter ces temps de formation en école où on va apprendre un peu la théorie, on va pouvoir la confronter en direct via l'apprentissage d'un métier sur le terrain en entreprise. Donc très concrètement, quand on est en alternance, hein, comme son nom l'indique, l'alternance c'est le fait d'alterner des périodes à l'école et des périodes en entreprise. Quand on est dans un dispositif d'alternance, on va décrocher une certification à la fin. L'objectif c'est de viser vraiment une certification, alors que ça soit un diplôme. Les plus connus sont les diplômes, le BTS, le DUT, la licence, le master, voilà, tout type de diplôme et à peu près tous les diplômes sont accessibles à l'alternance. Ça peut être aussi des titres professionnels hein, qui sont équivalents à ces diplômes. L'idée, c'est vraiment, en tout cas, quand on se lance dans l'alternance, dans un contrat en alternance, à la fin, on vise le fait de détenir, d'acquérir une certification professionnelle. Mais dans le même temps, on est aussi sur le terrain, on est avec des professionnels, on est dans une entreprise, et puis on découvre un petit peu la réalité du quotidien, du terrain au quotidien de ce métier-là. Ça permet à la fois d'acquérir voilà, le côté pratique, hein, c'est-à-dire j'apprends des choses à l'école et puis ça va me permettre aussi sur le terrain d'acquérir le savoir-faire bien précis pour faire mon métier. Et puis les petits les trucs et astuces aussi qui sont nécessaires pour pouvoir pour bien faire le métier. Mais on peut aussi, en plus de ça, l'objectif de l'alternance, c'est aussi de tester la réalité d'un métier. C'est-à-dire que quand on rentre en formation, on se fait parfois une image d'un métier. Et l'alternance, ça permet du coup pendant cette année, ces 2 ans ou ces 3 ans, de voir ce qui est concrètement le métier vers lequel on s'oriente. Morgane le disait tout à l'heure, on travaille pendant 40 ans, il faut bien choisir son métier, il faut être sûr que ça nous plaît. C'est aussi un des avantages de l'alternance, c'est de pouvoir voir ce qu'est la réalité. Et puis dernier avantage principal, hein, il y en a plein d'autres, mais il y a aussi quand même quelque chose de non négligeable, qui est qu'on est rémunéré pendant la formation. En effet, quand on rentre en alternance, l'alternance c'est un contrat de travail, donc du coup ça entraîne des droits et des devoirs en tant que salarié de l'entreprise, et notamment et aussi en contrepartie, vu qu'on est salarié, on touche une rémunération. Alors évidemment, elle est adaptée au fait qu'on est en alternance, c'est une rémunération bien précise en fonction de différents critères, on verra tout à l'heure. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on touche une rémunération. Donc voilà pour les grands avantages de l'alternance. À tout moment, n'hésitez pas à poser vos questions, hein. Si je vais trop vite, si je ne vais pas assez loin sur les explications, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions et je me ferai un plaisir d'y répondre. Ce support, comme les autres, sera de toute façon téléchargeable. L'alternance, plus concrètement maintenant, quand on parle d'alternance, en fait, on parle de 2 dispositifs bien particuliers qui sont le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage. Ces 2 dispositifs sont toujours certifiants, hein, comme on a vu à la fois, mais il y a quelques petites différences entre les 2 contrats. Alors, je vois une question avant de continuer qui est posée par Ruben Poudia qui nous demande des inconvénients en alternance. Oui, il y a des inconvénients, enfin, c'est pas vraiment des inconvénients en alternance, mais il y a disons que l'alternance demande une certaine un- une, euh, il faut être assez rigoureux quand on est en alternance parce que, évidemment, on a l'avantage d'acquérir des compétences théoriques et pratiques, d'être à la fois à l'école et en entreprise, mais du coup, la contrepartie, c'est que ça demande un investissement assez important. L'alternance, c'est à la fois suivre une année de cours comme tous les autres, hein, comme ceux qui vont à l'école, à l'université ou autre, mais en plus de ça, dans le même temps, il faut aussi être en entreprise, mener à bien des missions en entreprise, apprendre des choses en entreprise. Donc voilà, il y a une certaine rigueur nécessaire. Donc c'est pas vraiment un inconvénient, en tout cas c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête. Ça demande un investissement assez important pendant l'année, les 2 années ou les différentes années pendant lesquelles on est en alternance. On apprend beaucoup plus et en contrepartie, on a besoin de s'investir un peu plus aussi. Il y a par exemple, pour être très concret aussi, quand on est en alternance, du coup, il y a un petit peu moins de vacances scolaires que quand on est à l'école classique. Forcément, on est encore une fois, on est salarié, donc on est rémunéré, mais en contrepartie, on a aussi les congés payés des salariés classiques aussi. Donc il y a aussi un petit peu moins de vacances, par exemple. Voilà. Donc j'espère que ça répond à la question. Ensuite, du coup, donc 2 contrats en alternance, le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage. On va les détailler un petit peu pour voir quelles sont les différences entre ces 2 contrats. Ils sont relativement proches, mais on a quand même quelques spécificités propres à chaque contrat.
Donc comme on le voit, le contrat d'apprentissage, au niveau des publics déjà, sur le contrat d'apprentissage, on est sur des publics principalement jeunes, puisqu'on est sur des publics âgés de 16 à 29 ans, hein. Donc vous pouvez y accéder jusqu'à 29 ans sans condition. Il y a aucune autre condition que l'âge pour accéder quand on est dans cette tranche d'âge-là. Au-delà de 29 ans, sachez qu'on peut quand même accéder à l'apprentissage, mais sous condition. Notamment, les personnes qui sont en situation de handicap peuvent y accéder sans limite d'âge. Et puis, il y a quelques cas particuliers aussi qui permettent d'accéder à l'apprentissage un peu plus tard. Mais ce qu'il faut retenir, c'est vraiment qu'on est sur une tranche d'âge de 16 à 29 ans pour accéder à l'apprentissage. Sur le contrat de professionnalisation, à l'inverse, donc comme on le voit sur le support, c'est aussi un public jeune, hein, même un peu plus jeune, 16 à 25 ans. Donc effectivement, 16 à 25 ans, c'est pour y accéder sans condition là encore. Par contre, à l'inverse du contrat d'apprentissage, sur le contrat de professionnalisation, on peut accéder aussi à ce contrat même après 25 ans. La seule condition, en fait, c'est d'être demandeur d'emploi. Donc à partir du moment où on est en recherche d'emploi, on peut accéder au contrat de professionnalisation en fait sans limite d'âge. Donc jusqu'à 60 ans et plus, il y a vraiment aucune limite d'âge sur le sujet, à condition d'être demandeur d'emploi. Mais pour vous, en tout cas, sachez que sur les tranches d'âge 16 à 25 ans, les deux contrats sont accessibles sans aucune autre condition. La durée du contrat maintenant, sur le contrat d'apprentissage, on est sur vraiment un contrat qui va durer, qui est assez variable en fonction en fait de la certification visée. C'est des contrats de 6 mois à 3 ans. En fait, ça va vraiment dépendre du diplôme, notamment que vous visez. Si vous visez un BTS et que vous rentrez dès le début en apprentissage, vous allez avoir un contrat d'à peu près 2 ans en fait, qui est la durée du BTS. Pareil pour les masters, etc. Donc on est vraiment sur un contrat qui s'adapte complètement à la durée de la formation. Sur le contrat de professionnalisation, au niveau légal, en fait, ce contrat est un peu plus court, donc parfois ça peut entraîner qu'on ne peut pas suivre toutes les formations avec le contrat de professionnalisation, puisqu'on est sur une durée de 6 mois à 1 an maximum. Alors, dans certaines branches professionnelles, on peut aller jusqu'à 2 ans et dans certaines conditions à 3 ans. Mais vous le voyez, il y a des conditions. Euh, Aucune condition, c'est un contrat de 6 mois à 1 an. Si vous avez entre 16 et 25 ans, vous pouvez sans aucune autre condition avoir un contrat de pro de professionnalisation de 6 mois à 1 an. Et puis, dernière chose, comme je le disais, quand on est en alternance, hein, donc que ça soit contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation, en fait, on signe un contrat de travail. Les contrats d'alternance sont des contrats de travail, qu'ils soient en CDD ou en CDI. La plupart des contrats sont signés en CDD, hein, pour une durée bien déterminée, comme son nom l'indique. Mais sachez aussi que vous pouvez signer les contrats en alternance en CDI, c'est-à-dire un contrat à durée indéterminée. Donc, pour être très concret, vous suivez votre formation et puis à l'issue de la formation, bah, vous continuez dans l'entreprise d'accueil par la suite et pour une durée indéterminée, vous rentrez en CDI en fait dès la fin de votre formation. Et ça, vous le savez dès la signature. Donc comme je le disais, la plupart sont quand même signés en CDD, les contrats, pour vraiment la durée de la formation. Et puis ça n'empêche pas parfois aussi que même s'ils sont signés en CDD, parfois les alternants continuent malgré tout ensuite en CDI dans leur entreprise d'accueil, mais voilà, ça se fait au fil de l'eau. L'intérêt aussi de signer ces contrats en alternance en CDD, bah, c'est de pouvoir, comme je le disais, l'alternance, c'est tester un métier finalement, voir un petit peu aussi si ça nous plaît. Alors évidemment, quand on y va, c'est qu'on se pense que ça nous plaît, mais là, on va être confronté à la réalité du métier et on va pouvoir voir si pendant ces 1 an, 2 ans, ça nous plaît vraiment. Et de même, l'entreprise va aussi pouvoir voir si vous êtes adapté à ce métier. Alors évidemment, c'est une évaluation tenant compte du fait que vous êtes en alternance et que vous apprenez des choses au fur et à mesure. Mais l'idée, c'est l'avantage du CDD dans ce cas, c'est quand même de pouvoir que chacun se teste un petit peu sur la période et puis voit si on veut continuer ensemble par la suite. Voilà. Voilà les grandes différences entre les deux contrats. Il y en a d'autres, hein, mais il y en a d'autres, notamment sur la rémunération, donc on va voir en détail juste après. Mais c'est les plus importantes. Donc ce qu'il faut retenir, c'est on est quand même sur des contrats assez proches. Et dans tous les cas, hein, on alterne vraiment période en entreprise, période à l'école. Cette alternance peut varier. Parfois, vous allez être une semaine complète à l'école et puis 3 semaines complètes en entreprise. Et puis parfois, ça peut être une alternance un petit peu plus, un peu différente, où vous êtes quelques jours à l'école, quelques jours en entreprise toutes les semaines. Voilà, on a vraiment un calendrier qui va différer, souvent en fonction des écoles, parfois aussi en fonction des entreprises d'accueil, en fonction des besoins de service, etc. Et puis ce qui est commun aussi à l'alternance et qui est quand même un élément très important,
c'est que vous êtes accompagné par un tuteur. Alors on va appeler maître d'apprentissage ou tuteur en fonction des contrats en fait. Le maître d'apprentissage, ça va être dans le cadre du contrat d'apprentissage, et puis le tuteur, ça va être dans le cadre du contrat de professionnalisation. Mais en fait, leurs missions sont vraiment proches. C'est vraiment les mêmes objectifs derrière, d'accompagner l'alternant tout au long de son parcours. L'idée, c'est quand on rentre en alternance au sein d'une entreprise, on va être accompagné par un tuteur ou un maître d'apprentissage qui va être près de nous tout au long de notre parcours. Il va être là au moment où on arrive dans l'entreprise, il va participer à notre intégration pour nous faire connaître tous les services, etc. Il va être la personne référente hein, quand en tant qu'alternant on a une question, bah, on se tourne en premier lieu vers son tuteur, maître d'apprentissage, que ce soit des questions techniques dans l'entreprise, mais également des questions sur le métier. Parce que il a aussi cette mission-là, le tuteur, le maître d'apprentissage, c'est d'accompagner finalement l'alternant à apprendre le métier et à apprendre la réalité du métier. À l'école, il y a les professeurs et les intervenants qui sont là pour apprendre les connaissances théoriques. Et puis dans l'entreprise, il y a le tuteur, le maître d'apprentissage qui est là pour apprendre les connaissances pratiques du métier. Et à la fin, du coup, bah, comme les profs à l'école, et ben à la fin, le tuteur, le maître d'apprentissage participe aussi à l'évaluation, puisque la petite différence aussi de l'alternance, c'est qu'on va être, pour acquérir le diplôme à la fin, on va être jugé évidemment sur les travaux qu'on a fait en cours, hein, sur les, 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 les différentes matières qu'on a eues en cours, encore une fois théoriques, mais aussi va participer à l'évaluation finalement les compétences qu'on a su développer en entreprise. Donc du coup, le tuteur, le maître d'apprentissage, bah, va aussi participer à l'évaluation pour la notation finale dans le parcours. Et puis bah, ce tuteur, souvent c'est un salarié de l'entreprise, mais ou ça peut être le chef d'entreprise, mais c'est une personne volontaire. Ça c'est vraiment quelque chose d'important. C'est une personne qui a à cœur finalement de transmettre ses compétences. C'est une personne aussi qui a été formée souvent, hein. Il y a des formations qui existent pour ces personnes-là pour accompagner, pour apprendre à accompagner quelqu'un. C'est pas toujours évident. Donc c'est une personne qui est volontaire, qui dans l'idéal, qui a été formée, à qui on peut aussi donner des outils pour mener à bien sa mission, et qui va être là vraiment pour vous accompagner du début à la fin. Donc c'est aussi ça un des grands avantages de l'alternance, c'est qu'on va découvrir le monde de l'entreprise, mais de manière accompagnée en fait. On va pas, voilà, parfois on est jeune diplômé, on a fait tout un parcours de formation en initiale, et puis on arrive avec tous nos diplômes en entreprise, mais on découvre tout. Et bah, l'avantage de l'alternance, c'est que là, on n'est pas seul quand on est en alternance, on découvre le monde de l'entreprise, mais avec quelqu'un. Ce qui nous permet, une fois qu'on est diplômé et qu'on veut trouver un métier et un emploi correspondant à notre qualification, bah, on arrive et on a déjà les codes de l'entreprise, en fait, parce qu'on a été accompagné auparavant. Donc c'est aussi ça vraiment un avantage de l'alternance. Mais du coup, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, sur l'alternance, on a aussi une différence sur la rémunération. Donc dans tous les cas, c'est un contrat de travail, le contrat d'alternance. Donc derrière, on a des obligations en tant que salarié, on devient salarié de la structure, on a des obligations. Et puis on perçoit une rémunération. Cette rémunération est variable en fonction du contrat. Sur le contrat d'apprentissage, la rémunération va varier, comme vous le voyez sur le tableau en haut à droite. La rémunération varie en fait en fonction de votre âge et de l'année d'exécution du contrat. C'est-à-dire que quand vous signez un contrat de 2 ans, bah, votre rémunération va évoluer pour la deuxième année par exemple. Concrètement, si vous signez un contrat d'apprentissage pour un BTS, que vous avez 19 ans, eh bien la première année, vous percevrez 661 euros par mois de rémunération, et puis la deuxième année, ça passera à 785 euros. Voilà la logique de la rémunération sur l'apprentissage. Sachant qu'il y a un élément très important, c'est que sur le contrat d'apprentissage, ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle la rémunération brute. Et en fait, la rémunération brute, vu qu'il n'y a quasiment pas de charge salariale sur le contrat, en fait, c'est votre rémunération nette. C'est un petit peu technique, je ne vais pas rentrer dans le détail des fiches de paye ici, évidemment, mais sachez que voilà, ce que vous voyez là, c'est à peu près ce que vous touchez vraiment à la fin du mois à quelques euros près. Et puis, il n'y a pas d'imposition sur le revenu, c'est-à-dire que vous ne payez pas d'imposition sur le revenu, ou si vous êtes chez vos parents, votre rémunération n'est pas inclue dans l'imposition de vos parents. C'est important parce que ce n'est pas le cas sur le contrat de professionnalisation, ce qui peut générer une petite différence. Voilà pourquoi je le précise maintenant. Et puis un dernier avantage financier de l'apprentissage, pardon, c'est notamment pour les personnes qui sont majeures mais qui n'ont pas le permis. Il y a une aide au passage du permis de conduire de 500 euros sans condition hein, qui est versée par les CFA qui vous permet justement de passer votre permis de conduire. Donc c'est pas négligeable.
Et puis sur le contrat de professionnalisation, voilà, on est sur des choses où il y a un petit peu moins d'avantages autour, mais une rémunération brute qui finalement est un petit peu supérieure. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'on a une logique qui est légèrement différente pour calculer la rémunération sur le contrat de professionnalisation. Vu qu'on est ici en fonction, on calcule en fonction de l'âge, mais comme on le voit sur la gauche, aussi en fonction du dernier diplôme que vous avez obtenu. Donc là, on regarde pas, ça progresse pas en cours de contrat, là, la rémunération. Voilà, c'est globalement, si le dernier diplôme que vous avez obtenu avant de rentrer en contrat de pro, c'est un bac professionnel, bah, vous avez une petite majoration, c'est la deuxième ligne. Par contre, si vous avez un diplôme qui est inférieur au bac, vous serez sur la première ligne de rémunération. Et puis toujours en fonction de votre âge. Donc une personne de 19 ans, hein, comme tout à l'heure, qui rentre en BTS, qui a eu un bac pro, eh bien elle sera rémunérée 1077 euros, voilà, pour être très concret, sur toute la durée de son contrat, 1077 euros par mois. Alors ici, à l'inverse de tout à l'heure, il y a quelques charges à déduire, donc votre brut n'est pas tout à fait le net, mais c'est pas tout à fait ce que vous avez touché à la fin du mois, mais on est quand même très proche, hein, il y a peu de charges malgré tout. Donc voilà sur la rémunération, pour être très concret. Encore une fois, toutes ces informations, vous pourrez les télécharger, hein, donc vous garderez les grilles avec vous pour pouvoir les ressortir si besoin pour votre information. Enfin, sachez que tout ce que je viens de dire ici, vous pouvez retrouver ces informations sur, et bien plus, hein, d'ailleurs, il y a aussi d'autres informations sur notre site internet uniformation.fr. Il y a une rubrique qui est dédiée aux salariés, aux futurs salariés, hein. Si vous êtes en alternance, vous serez les salariés de nos branches professionnelles. Donc du coup, vous avez accès à ces rubriques, vous avez de l'information sur ces contrats, notamment avec ce que je vous ai indiqué ici, des informations adaptées même en fonction de la branche professionnelle, hein. Dans la protection sociale, il y a quelques petites spécificités qui s'adaptent, donc vous aurez l'information sur le site. Et puis vous aurez à votre disposition un outil aussi. Voilà, vous avez eu la présentation de différents métiers aujourd'hui et vous les aurez dans les supports aussi qui vous seront remis. Et nous vous proposons un outil sur notre site internet qui vous permet, bah, si vous repérez un métier qui vous plaît, de pouvoir retrouver la formation qui permet d'accéder à ce métier. Puisque voilà, on a vu les métiers, mais il y a certains métiers qui nécessitent d'avoir préparé telle certification ou autre. Donc vous pouvez retrouver cette information en plus des infos que vous aurez aujourd'hui. Et puis derrière, s'il y a une certification qui vous intéresse, bah vous trouverez aussi, vous pourrez rechercher les écoles, les centres de formation qui préparent qui proposent cette formation en alternance autour de chez vous. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour pour pouvoir voir un petit peu, voilà, pour poursuivre un petit peu cette journée, pour aller un petit peu plus loin. N'hésitez pas à aller faire un tour sur cet outil qu'on vous propose. Je vous remercie de votre attention. J'écoute vos questions si vous avez des petites questions. Et puis je crois qu'il y a un petit sondage de fin du coup pour pouvoir voir si ça vous a éclairé sur le sujet. Mais n'hésitez pas à poser vos questions en tout cas. Merci Jean-Christophe. On est en train de lancer le sondage qui arrive. Ça prend toujours un petit peu de temps de chargement. Le voilà. Donc, vous avez 1 minute et demie, 2 minutes pour y répondre. Donc voilà, il suffit de cliquer la formation en alternance à l'issue de la présentation limpide par Jean-Christophe. Alors là, on voit les résultats. Donc ça, c'est c'est super. Bravo. On peut voir si j'ai été clair et sinon, n'hésitez pas à poser vos questions. Pendant ce C'est temps-là, je bien, vois c'est du bleu. que Il y a des questions je vois qu'il y a une également. question, ouais, tout à fait. Alors, qui est-ce qui paye les 500 euros? Alors en fait, bah, ça va être le CFA. L'aide au permis de conduire, hein, qui est de 500 euros, ça va être votre CFA quand vous serez inscrit alors, pardon, j'ai pas dit ce que c'était peut-être le CFA, c'est le centre de formation d'apprentis. En fait, c'est l'école, hein, quand vous êtes en contrat d'apprentissage, l'école dans laquelle vous êtes, c'est un CFA. Et donc, c'est l'école qui vous octroie ces 500 euros. Alors derrière, c'est une aide de l'État en fait, hein, mais c'est vous, votre interlocuteur pour cette aide, ça sera le CFA, une fois que vous aurez signé un contrat d'apprentissage, hein, par contre, c'est vraiment l'obligation, la contrepartie. Voilà. Merci Jean-Christophe. Je Merci à crois tous. que alors en Ah. fait, on a une autre question. Heu, je souhaite savoir quels sont les métiers concernés par le contrat de professionnalisation sur 1 voire 2 ans? Alors, c'est une question très précise sur les métiers. En fait, sur le contrat de professionnalisation, on va avoir différents métiers. Par exemple, en fait, pour être très clair, vu que derrière, on va passer à l'issue de l'alternance, du contrat en alternance, on va passer une certification. Donc, il faut qu'on obtienne un diplôme à la fin.
Donc les diplômes qui peuvent s'obtenir en un an, c'est par exemple la licence professionnelle ou la deuxième année d'un BTS ou la deuxième année d'un master. Donc en fait, voilà, il y a différentes, il y a vraiment là encore tout un tas de certificats, à peu près toutes les certifications sont éligibles aussi au contrat de professionnalisation. Mais quand ça sera 2 ans, on sera plus sur la deuxième année de la formation pour pouvoir rentrer en contrat de professionnalisation. C'est des choses qui se font beaucoup, hein. Il y a la première année qui se fait de manière classique, uniquement en initial, ce qu'on appelle sans alternance. Et puis la deuxième année du BTS par exemple, on rentre en alternance pour voir un peu, maintenant qu'on a acquis une certaine connaissance sur le métier, on rentre le confronter en entreprise, mais uniquement sur la deuxième année. Donc voilà comment ça peut bien fonctionner un contrat pro là-dessus. Ah, il y a une nouvelle question Oui. d'Anne-Laure. Comment peut se situer une personne qui a déjà un bac plus 5 avec un contrat de professionnalisation? Donc, alors, si on doit comprendre quelqu'un qui a déjà un bac plus 5 et qui souhaite reprendre à nouveau des études en contrat de professionnalisation. Oui, alors c'est tout à fait possible en fait, hein. Il y a pas de, on peut aussi suivre un nouveau bac plus 5 en contrat de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage, hein. Il y a vraiment on peut faire d'ailleurs je l'ai pas dit, mais on peut faire tout son parcours en alternance et puis mixer un petit peu les deux contrats. On peut faire contrat d'apprentissage, contrat d'alternance, avec une certification à chaque fois supérieure ou au moins ou éventuellement une certification de même niveau. Si on veut, justement, comme je le disais tout à l'heure, on a testé un métier, une certification, ça nous a pas trop convenu. Donc on veut se réorienter vers quelque chose d'autre de même niveau, c'est tout à fait possible. Donc là concrètement, un master, on peut en suivre un deuxième en alternance, c'est tout à fait possible. Merci Jean-Christophe. Donc je crois que c'était clair. S'il n'y a pas d'autres questions, de toute façon, je vous engage à retrouver la présentation à télécharger à la fin du webinaire. Vous retrouverez toutes ces informations. Vous pourrez les relire à tête reposée et ensuite trouver beaucoup plus d'informations aussi sur le site d'Uniformation. Merci Absolument. beaucoup. Merci à tous. Je vais passer la parole à Emmanuel Vallée qui va aborder la dernière partie de cette présentation en vous exposant tous ces trucs et astuces de RH sur le CV, l'entretien de recrutement, pour que vous puissiez, au final, maintenant que vous avez eu toutes ces informations, performer pour trouver votre alternance et votre apprentissage. Emmanuel. C'est exactement ça. Et un bonjour à tous. Alors, je me présente déjà, je m'appelle Emmanuel Vallée, je suis responsable donc du pôle gestion des talents. C'est un nouveau mot très moderne pour dire dans la partie RH tout ce qui touche au recrutement, à la formation, à la gestion des carrières. Aujourd'hui, moi, je voulais vous aider un petit peu, puisque quand on démarre sa vie professionnelle ou qu'on reprend des études, qu'on est étudiant, ce que je l'ai été maintenant il y a longtemps, on a besoin d'avoir quelques conseils, je pense, à la fois sur son CV et à la fois sur l'entretien de recrutement. Alors, on va commencer par une première question de sondage en introduction, compte tenu du temps qui m'est imparti, je ne suis pas sûre de pouvoir aller jusqu'au bout. Donc, je voulais savoir si vous vouliez commencer d'abord par qu'on parle de l'entretien de recrutement ou si vous souhaitiez qu'on commence par le CV. Donc, je vous laisse répondre en ligne et en fonction de vos réponses, je vais commencer par un des deux sujets. Je vous laisse quelques instants pour répondre. A priori, l'entretien commence à être plébiscité. Ah, du CV. Bon, je vais laisser un maximum de personnes répondre pour que vous puissiez. Voilà, donc pour l'instant, c'est clairement l'entretien. Oui, d'accord. Alors, si c'est 50-50, je vais être bien. Donc, j'essaierai de faire suffisamment concis pour qu'on aborde les deux sujets. Bon, a priori, ça reste l'entretien, mais j'essaie de promettre à ceux qui ont voté pour le CV d'avancer. Bien, alors du coup, on va commencer par l'entretien de recrutement. Donc, ce que je voulais vous dire, oui, donc l'entretien se plébiscite fortement. Ok, donc on va pouvoir arrêter le sondage. Donc dans l'entretien d'embauche, il y a pas mal de choses qu'il faut que vous sachiez. J'ai fait une petite slide de PowerPoint là pour vous dire un petit peu les thèmes que je vais aborder. Mais je voulais vous dire, commencer cette partie-là, alors non pas en essayant de vous choquer ou de vous faire peur, mais je voulais moi qui recrute depuis de nombreuses années maintenant, je voulais vous dire que des fois, je reçois des candidats, je les accueille à l'ascenseur, je leur serre la main, et je vais vous dire quelque chose d'horrible, en leur serrant la main, je sais que je ne vais pas les recruter.
Alors vous allez me dire, elle est horrible cette femme-là, mais pas du tout, je ne suis pas méchante, c'est simplement pour vous illustrer un propos, c'est que l'attitude et la façon dont vous allez arriver quand vous allez vous présenter à un entretien a beaucoup, beaucoup d'importance. Quand on arrive et qu'on rencontre le recruteur, eh bien, on est souriant, on a une bonne élocution, on se présente, on est dynamique, on essaye de montrer le meilleur de nous-mêmes. Alors même si ça va de soi, sachez que par expérience, ce n'est pas toujours le cas. Voilà. Donc, pour l'entretien de recrutement, il faut au préalable se préparer. Et pour ça, je vous ai posé une petite question que je vais refaire encore sous forme de sondage. Selon vous, alors on va lancer le sondage en même temps. Selon vous, est-ce qu'il faut se renseigner sur l'interlocuteur, donc le recruteur qui va nous recevoir, si vous avez son nom, ou sur l'entreprise avant de venir à un entretien d'embauche? Alors, je vous laisse répondre. Alors, tout le monde a l'air de dire oui pour l'instant. Je vous laisse encore quelques instants pour répondre parce que voilà, donc une grosse majorité d'entre vous dit oui. Alors, même si la question peut paraître un peu bête, effectivement, oui, il faut se renseigner. Malheureusement, sachez que moi, je reçois énormément de gens. Donc moi, je recrute uniquement pour les salariés de la Carco. Hein. Et ben, des fois, il y a des gens qui arrivent à la Carco en entretien et qui ne savent même pas que c'est de la retraite complémentaire. Ça paraît assez hallucinant, mais c'est comme ça. Donc, où je leur pose des questions sur ce qu'ils savent de l'entreprise et ils ne savent rien. Alors, toutes les entreprises n'ont pas un site sophistiqué qui explique ce qu'elles font, mais il faut quand même se renseigner quand vous avez un entretien sur ce que fait l'entreprise. Se renseigner sur qui est votre interlocuteur, ça peut, si vous trouvez, mais c'est pas forcément nécessaire. Mais ayez à l'esprit qu'un entretien, ça se prépare à la fois sur connaître l'entreprise et ça se prépare aussi sur les questions qu'on pourrait vous poser. Il est évident que quand on arrive à un entretien, il faut connaître son parcours sur le bout des doigts. Il faut savoir expliquer les expériences qu'on a eues. Ou, alors ça peut très bien être des stages, hein, parce que comme vous êtes jeune, vous n'avez pas forcément une expérience professionnelle énorme, mais au moins vous avez peut-être fait des stages ou des petits boulots et vous allez vous dire bah, j'ai fait un stage, j'ai travaillé chez McDo en équipier de nuit, enfin je sais pas ce que vous pourriez avoir fait, mais voilà, vous pouvez avoir fait des petits jobs, mais tous les petits jobs qu'on peut faire ou toutes les expériences professionnelles sont bonnes à prendre. Parce qu'on apprend déjà à travailler en équipe, on apprend à respecter la hiérarchie, on apprend à avoir de la rigueur, on apprend à être autonome. Donc il y a plein de valeurs et plein de compétences que vous allez acquérir à travers ces petits jobs qui sont importantes de mettre en avant en entretien. Alors, donc ça c'était la partie sur la présentation. On va revenir peut-être à la slide de PowerPoint. Donc je disais qu'il fallait se préparer. Effectivement, il faut se préparer donc sur l'entreprise, sur son parcours professionnel, mais aussi sur vous. Comment vous vous présenteriez à quelqu'un qui ne vous connaît pas? Alors il y a encore des recruteurs qui vont vous poser des questions sur quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts. Alors oui, c'est pas très moderne, mais ça arrive encore. Donc il faut que vous sachiez parler de vous, mais ne mentez pas. Surtout, par pitié, ne mentez pas. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui ment ou qui a écrit quelque chose sur son CV qui n'est pas exact, par exemple, j'ai eu tel diplôme, enfin j'ai passé tel diplôme et vous ne l'avez pas eu, on n'écrit pas un diplôme qu'on n'a pas eu. Ça c'est pas possible. Un recruteur, il n'aime pas le mensonge et c'est surtout qu'il finira à un moment ou à un autre par s'en apercevoir. Alors, je vous donne des petites techniques de recrutement, mais c'est vrai que quand je reçois quelqu'un en entretien, je lui pose une question sur une expérience professionnelle. Et ce n'est pas pour piéger, mais je vais avoir tendance à reposer la même question à la fin de l'entretien pour voir si le discours est le même. Donc, c'est pas du vice, mais pas loin. En tout cas, moi, ce que je cherche à savoir, c'est si vous êtes honnête. Et la sincérité en entretien, il vaut mieux avouer. Il y a un proverbe qui dit « faut avouer et à moitié pardonner ». Ben, en entretien de recrutement, c'est presque la même chose.
Donc, soyez honnête sur votre parcours et sincère. Ça, c'était le conseil que je voulais donner. Ensuite, sur votre présentation, je vous le disais tout à l'heure avec l'histoire de l'ascenseur, qu'il y a des gens que je ne prends pas rien qu'en les voyant. Alors, ce n'est pas de la discrimination physique, c'est simplement, on sent à une poignée de main qui est molle, des gens qui arrivent à l'ascenseur, ils ne savent pas où ils habitent, on a l'impression qu'ils débarquent ici comme si ils sortaient d'avion ou je ne sais quoi, ou de vacances. On est là quand même pour se présenter. Même quand on se positionne, on donne le meilleur de soi-même, on est souriant, on est avenant, parce que c'est beaucoup mieux. Autre chose, on a une tenue vestimentaire correcte. Alors vous allez me dire, est-ce que je mets un costard cravate? Est-ce que je mets un tailleur si je suis une femme? Non. Voilà, après on n'est plus dans ces standards-là aujourd'hui. L'essentiel, c'est d'avoir une tenue correcte. Le mot tenue correcte exigée est valable pour le recrutement. À partir du moment où on est propre sur soi et qu'on est habillé correctement, j'ai envie de vous dire, tout va bien. Autre chose dont je voulais vous parler, oui, je vous disais, enfin, le discours et l'élocution, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. N'employez pas de mots familiers. Exemple, qu'on m'a fait plein de fois. Alors, dans mon ancienne boîte, je faisais ça. Alors, on ne dit pas boîte, on dit dans mon ancienne entreprise ou dans des expériences précédentes. On essaie d'avoir un discours qui ne soit pas familier. Attention, vous n'êtes pas avec vos copains et vos copines. Vous êtes avec un recruteur qui est en milieu professionnel. Donc, le discours ne doit pas être familier et votre niveau de langage doit être correct. Alors après, ça peut paraître tout aussi évident, mais si je vous raconte tout ça, c'est que du vécu, hein, forcément. Voilà. J'essaie de faire assez rapide pour pouvoir passer au CV. Si vous avez des questions sur l'entretien, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. Sur la conclusion, n'hésitez pas à poser des questions. Il n'y a pas de mal à poser des questions à son recruteur. Par exemple aussi pour savoir quels sont les délais de réponse qui vont vous être donnés. Voilà, vous avez le droit de poser des questions. Par contre, évitez peut-être, si c'est un premier entretien, de demander combien c'est payé, est-ce qu'on mange bien au restaurant d'entreprise et s'il y a une salle de sport dans l'entreprise. On va essayer de faire quand même un premier entretien qui reste professionnel. Et sachez que quand vous exprimez vos motivations, quand on vous demande pourquoi vous avez postulé, ne commencez pas par dire parce que c'est à côté de chez moi. Ça, c'est peut-être pas ce qu'il faut dire en premier. Commencez toujours quand même par valoriser l'entreprise, dire voilà, j'ai postulé dans votre entreprise ou à ce poste parce qu'elle a des valeurs, comme l'a dit Morgane tout à l'heure, des valeurs que je partage, parce que le poste m'intéresse pour telle et telle raison, et vous finissez peut-être pour dire, et puis parce que voilà, la situation géographique est idéale par rapport à mon domicile. Mais on commence jamais par dire dans ses motivations, ça me plaît parce que c'est à côté de chez moi. Voilà, on essaie de dire des choses qui vont aussi faire plaisir à l'autre, même si on ne les pense pas, mais en tout cas, on les dit. Voilà. Ensuite, je vais essayer de passer au curriculum vitae, même si ça se dit plus beaucoup comme ça, CV. Est-ce que je vous laisse, même si je parle vite, je vous laisse 2-3 minutes, 2-3 secondes pour poser des questions sur l'entretien ou c'est limpide? Ah, j'avais une deuxième question qu'on me fait signe que j'ai oubliée. Oui, mais j'en ai parlé, donc c'est bon. Oui, alors c'était la question, c'était est-ce qu'on doit parler de ses défauts et de ses qualités? Alors, ce que je vous disais, hein, c'est pas une approche très moderne. Il y a plein de recruteurs qui le demandent encore. Citez-moi 5 qualités, 5 défauts. Alors déjà, si vous trouvez 5 de vos défauts à dire, vous êtes champion, parce que moi, je suis pas capable de le faire. Les qualités, c'est toujours plus facile à trouver que les défauts, en tout cas. Oui, vous dites qu'il ne faut pas en parler. Alors, il y en a qui disent oui, d'autres qui disent non. Allez, si je vous laisse répondre en quelques secondes et puis je vais rebondir. J'attends encore. A priori, doit-on parler de ses défauts et de ses qualités? Vous dites plutôt oui. D'accord. Alors, je partage oui et non parce que ses qualités, oui.
C'est-à-dire que vous pouvez dire, pendant cette expérience professionnelle de coéquipier chez McDo, j'ai fait preuve d'esprit d'équipe. Donc voilà. Oui, il y a une question, je vais y répondre. Les défauts, non, ne les dites pas si on vous les demande pas. Ça me paraît évident. Vous n'allez pas dire, alors moi, je sais pas du tout m'organiser, je suis hyper bordélique, hyper fouillis. Non, vous n'allez pas dire ça, surtout pas. Si on vous pose la question d'un défaut, trouvez le moins pire de tous et puis essayez de dire pourquoi vous êtes comme ça et comment vous faites en sorte d'y remédier. Voilà, dans le contexte professionnel. Et puis, quoi qu'il arrive, sachez qu'on a tous plein de défauts professionnels quand on démarre sa carrière, mais sachez que ça ne part pas en vieillissant. Je plaisante. Non, mais bon, on a toujours des contextes professionnels qui nous apprennent des choses et il n'y a rien de mieux. Et c'est pour ça que je pense que l'alternance est intéressante. Moi, j'ai pas fait d'alternance personnellement. J'ai fait un parcours avec un bac plus 5 RH parce que j'aime les ressources humaines profondément. Mais si c'était à refaire aujourd'hui, je ferais de l'alternance. J'ai eu de la chance de trouver cette voie-là et qui était la mienne du premier coup, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Et au moins, comme le disait Jean-Christophe tout à l'heure, l'avantage de l'alternance, c'est de tester un métier. Et au moins, s'il vous plaît pas, il sera toujours temps de faire autre chose de votre vie. Parce que quand on a 18, 20, 25 ans, enfin, ouais, voilà, on a toujours le temps de faire autre chose et de se réorienter. Quand on en a 40 et quelques, c'est plus compliqué et de s'apercevoir qu'on a bossé 15 ans et qu'en fait, on déteste ce qu'on fait. Je pense que c'est assez horrible. Il y a une remarque, il y a 2 questions. Alors, les entretiens peuvent durer combien de temps? En règle générale, c'est 1 heure. Voilà. Si vous restez plus d'1 heure, c'est plutôt bon signe. Si vous restez une demi-heure, c'est mauvais signe. Un recruteur qui vous garde une demi-heure, c'est qu'il a écourté et c'est qu'a priori, vous ne lui convenez pas. 1 heure, c'est vraiment la grande tendance. 1 heure et demie, si le recruteur perd son temps, entre guillemets, enfin, et là je suis ironique en disant ça, s'il reste avec vous longtemps, c'est que vous l'intéressez. En règle générale, c'est plutôt pas mal. Les qualités, oui, mais trouver un défaut qui peut être une qualité, oui, c'est ça l'exercice le plus difficile. C'est pour ça que ça se prépare un entretien. C'est de ne pas aller en entretien il faut avoir répondu à cette question, à celle que Ursula pose, avant d'aller à l'entretien. Écoutez, je suis quelqu'un de très organisé. Ça peut concrètement être un défaut parce que la rigueur que je m'applique à moi-même, je la demande souvent aux autres. Et ça peut être difficile pour les autres de me suivre. Parce que moi, j'aime bien que les choses avancent vite et bien. Donc, j'ai un certain niveau d'exigence et de rigueur. Et tout le monde n'a pas le même. Et c'est pas toujours évident de s'adapter aux autres. Voilà. Donc ça, c'est une façon de répondre en disant j'ai un défaut, mais j'essaie de travailler pour en faire en sorte que ça n'en soit plus un. Il n'y a pas d'autres questions. Je vais essayer de passer au CV en faisant court. Et là, on va commencer tout simplement. Sachez qu'un CV doit porter un titre. Ça va vous paraître aussi bizarre ou pas. En tout cas, on n'écrit pas déjà curriculum vitae sur son CV. Ça, surtout, vous évitez ce genre de choses. Et pareil, vous écrivez un titre qui correspond à l'emploi pour lequel vous postulez. C'est-à-dire, demain, vous postulez pour un poste de chargé de communication, et bien vous écrivez chargé de communication en haut de votre CV. Ensuite, alors ça c'est assez simple, on va parler de la photo parce que c'est toujours quelque chose qui déchaîne les passions, la photo. Et je vais vous poser une petite question. Est-ce qu'on met sa photo sur son CV, oui ou non? Alors, on vous fait un petit sondage. On lance le petit sondage, je ne sais pas si c'est possible ou pas. La régie dit que oui. Allez-y, est-ce qu'on doit mettre son CV? Oui, sa photo sur son CV. Je vous laisse répondre. Oh là, j'ai plein de oui. Non. Oula, d'accord. Partagez, partagez. Alors pour l'instant, j'ai un tiers de chaque. Et on va dire que les 3 qui n'ont pas répondu, c'est qu'ils ne savent pas s'il faut la mettre ou pas. Ok. Eh bien, je vais vous aider. Il n'y a pas de bonne réponse. Vous allez me dire, ah, c'est bien, elle nous fait des sondages, mais elle ne nous donne pas la réponse à la question. Il n'y a pas de bonne réponse. Pourquoi?
Parce que quand on met alors si on choisit de mettre sa photo, premier conseil, déjà, vous ne vous prenez pas, s'il vous plaît, en selfie avec votre téléphone dans votre salle de bain avec la brosse à dents en fond d'écran. Je vous dis ça, non pas pour vous faire rire, mais parce que je l'ai vu et j'ai plein de CV de gens qui se prennent en photo dans leur salle de bain avec leur brosse à dents, leur chien, ce que vous voulez. Voilà, donc ça, c'est pas possible. Quand on met une photo, la photo, elle doit être professionnelle. Voilà. Quand je dis professionnelle, ça veut dire que le fond d'écran est neutre. Et surtout, si vous êtes habillé en blanc, comme moi un peu aujourd'hui, on ne fait pas l'erreur que j'ai faite, entre guillemets pour la vidéo, on ne se met pas sur fond blanc. On essaie de se mettre sur un fond foncé et réciproquement. Les messieurs, on peut mettre un costume, on peut mettre simplement une chemise, mais on ne met pas une chemise ultra bariolée à fleurs, à rayures, etc. On met quelque chose qui ne choquera l'œil de personne. Et pour les demoiselles, on essaie de ne pas se mettre en... Alors, je ne vous fais pas une démonstration, mais on ne se met pas en petite bretelle comme ça sur la photo. On met une petite veste, on met un petit t-shirt à manches courtes, mais on essaie de faire quelque chose qui soit le plus neutre possible. Et on essaye aussi d'être souriant sans montrer toutes ses dents. Ensuite, donc ça, c'était la photo. La photo, c'est bien. Moi, je trouve que c'est plutôt bien. Alors ça, c'est mon sentiment. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a autant d'avis sur Terre que de recruteurs. C'est-à-dire que voilà, c'est un avis, un recruteur. Si je prends mon voisin qui recrute, il va vous dire peut-être quelque chose de différent. Ça, c'est mon sentiment en tant que personne et en tant que personne qui recrute depuis longtemps. C'est vrai que le CV a ce côté donne une dimension sociale. On sait à qui on va avoir affaire. Quand on arrive à l'accueil, on va voir la personne. On sait déjà, comme on a déjà vu sa photo sur le CV, on va se diriger plus facilement vers elle. Voilà. Maintenant, si vous ne souhaitez pas le faire, c'est absolument pas une obligation. Il faut que votre CV reflète bien effectivement le métier que vous faites, vos expériences, qu'il soit clair. Donc ça, c'est vraiment au choix. On va dire que si vous vous trouvez bien en photo, mettez-la. Si vous ne vous trouvez pas bien, ne la mettez pas. Pour ce qui concerne aussi le CV, sachez que lorsqu'on reçoit, et ça peut nous arriver très souvent, quand on reçoit des CV, qu'on poste une offre d'emploi sur l'APEC, sur peu importe, sur Cadre Emploi, ce que vous voulez, on va des fois recevoir 4 à 500 CV pour une offre. Par exemple, un poste d'assistante de direction, c'est typique, on va recevoir 400-500 CV. Autant vous dire, j'ai perdu la connexion, pardon. Autant vous dire qu'on ne va pas lire, enfin, on va lire tous les CV, mais on va les lire rapidement. Donc, en gros, si vous prenez une feuille A4, votre CV commence ici, sachez que vous pouvez déjà la transformer en format A5, c'est-à-dire comme ça, et dites-vous que je ne vais regarder déjà que cette première partie-là. Donc, ce qui veut dire que votre CV, il doit être pertinent dès le départ, c'est-à-dire dès le premier morceau. Pourquoi? Parce que si déjà j'ai 500 CV, je ne vais pas pouvoir regarder le détail. C'est-à-dire que si le début m'intéresse, je vais lire la suite. Mais malheureusement, si je ne repère pas des mots-clés qui m'intéressent dans la première partie et qu'il y a beaucoup de candidatures, on peut faire le tri assez rapidement. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est assez cruel. Oui, malheureusement, c'est comme ça. Mais sachez que votre CV doit attirer l'œil et être pertinent dès le départ. Donc, il faut vraiment que vous attachiez de l'importance à sa mise en forme. Il y a une remarque, je vais juste bien remettre le slide plutôt que de me voir. Voilà, alors la remarque, la photo peut être aussi un élément discriminatoire. Oui, tout à fait. Ça peut être un élément, enfin, si vous sentez que ça peut être un élément discriminatoire, ne la mettez pas. Mais on va vous dire aussi que le nom de famille peut être un élément discriminatoire. Si le recruteur est quelqu'un qui discrimine, il le sera en toute circonstance. Et j'ai envie de vous dire, si vous discrimine pour votre photo, bah, vous avez peut-être bien fait de ne pas aller dans cette entreprise-là. Moi, je le vois comme ça. Donc, moi, j'ai pas envie d'aller postuler dans une entreprise où on me discrimine pour ma photo. Donc, c'est peut-être que vous aurez fait le bon choix et quelque part, ça vous arrangera de ne pas postuler dans ce type d'entreprise. En tout cas, c'est pas le cas à l'Agir Carco. Voilà.
parlons un petit peu des compétences. Alors, je suis désolée, hein, je vais peut-être un peu vite parce que d'habitude, je fais cette présentation en 1h30 et pas en 30 minutes. Donc, je parle vite. La nouvelle mode, c'est de mettre les compétences en avant dans le début du CV. Alors, il y a plein de gens qui font ça, qui font un énorme bloc où il y a écrit compétences, je sais faire ça, 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 ça. Personnellement, je déteste. Alors, c'est très franc ce que je vous dis. Pourquoi? Parce que je ne sais pas dans quelles expériences professionnelles vous avez mis en œuvre ces compétences. Vous allez être contrôleur de gestion, vous allez avoir fait du contrôle de gestion, de la comptabilité analytique, de la comptabilité fournisseur. Et ça se trouve, vous avez fait de la comptabilité fournisseur pendant un stage de 2 semaines, alors que vous avez fait du contrôle de gestion dans votre expérience en CDI pendant 6 ans. Moi, je ne peux pas savoir quel est votre niveau de maîtrise et de compétence. Alors, vous pouvez mettre des compétences en mots-clés, quelques-unes, mais de faire un pavé comme ça, de compétences, et après de lister les expériences professionnelles les unes à la suite des autres, moi, je ne suis pas partisane de ça. Alors, je vous répète ce que je vous ai dit tout à l'heure. Eh ben, un recruteur, un avis, je vous donne juste le mien. Moi, j'aime vraiment pas ça. Ça m'aide pas dans mon choix des candidats. Les expériences professionnelles, n'oubliez pas de mettre dans quelle entreprise, quel est le titre que vous occupiez, c'est-à-dire quel était le poste que vous aviez, peut-être même la taille de l'entreprise, entreprise de 500 personnes, de 25, de 30, etc. De préciser la nature de l'entreprise. Est-ce que c'était une entreprise du textile, c'était la grande distribution, c'était un cabinet d'avocats. Enfin voilà, ça peut être pertinent de mettre ce genre d'informations et expliquer ce que vous avez fait dans les grandes missions. Peut-être pas forcément se détailler. Sachez qu'à votre âge, je ne sais pas tout à fait quelle est la moyenne d'âge, mais quand on débute en tout cas sa carrière, qu'on est alternant, qu'on est étudiant, effectivement, votre CV doit tenir sur une page. Hein. Alors à mon âge, à moi, qui suis vieille par rapport à vous, j'ai le droit de faire 2 pages, mais vous, non. On essaie de faire quelque chose de concis sur une seule page. Et puis, j'ai peut-être oublié des questions. Non, j'ai une deuxième question pour finir un peu légère, entre guillemets. On va lancer le dernier sondage. Est-ce qu'on doit parler de ses hobbies, de ses loisirs sur son CV, oui ou non? Je vous laisse répondre. Est-ce qu'on parle de ses voyages, de ses sports, de ses associations diverses et variées? Est-ce qu'on met ça sur son CV? Oula, il y a plein de oui. D'accord, massivement oui. Il y a une personne sur 2 qui a répondu. Je vais encore attendre un petit peu que vous cliquiez. Bien. OK. Alors, on est majoritairement dans le oui. C'est bien, vous êtes jeune, vous faites plein de trucs, vous avez envie de le dire. C'est bien. Alors, oui. Alors, sachez que déjà, ce n'est absolument pas obligatoire, mais ça, vous vous en doutez probablement. C'est-à-dire que si vous aimez les voyages parce que vous êtes parti au Portugal l'été dernier ou que vous êtes allé à New York une fois dans votre vie, je ne suis pas sûre que ce soit pertinent de l'écrire, hein, en toute honnêteté. Moi, je pense qu'on écrit ses loisirs et ses hobbies quand ce sont de vraies passions et ce sont des choses qu'on pratique. C'est-à-dire que si vous allez courir pendant le confinement, j'exagère, vous allez courir, faire du sport une fois de temps en temps pour être en forme, ou alors vous faites du running et vous participez à des marathons, c'est pas tout à fait la même chose. On peut mettre qu'on est marathonien, on peut mettre qu'on fait du running quand on est un vrai comment dire, je trouve pas le mot, un vrai sportif entre guillemets, un vrai pratiquant, merci. Pareil, si on fait beaucoup de voyages et qu'on a une vraie passion pour découvrir d'autres cultures, d'autres pays, etc., ça se note. Pourquoi il faut dire ce qu'on fait vraiment? Parce qu'à partir du moment où vous avez écrit quelque chose dans votre CV, et ça c'est un conseil pour tout le CV, que ça soit les hobbies, les loisirs, que vous parlez anglais, que vous ne parlez pas anglais, que vous maîtrisez Word, que vous maîtrisez Excel, à partir du moment où c'est écrit dans votre CV, j'ai le droit de vous poser la question. Comme j'ai le droit de poser la question si vous marquez marié, 2 enfants. A priori, à votre âge, peut-être pas encore. Mais si vous écrivez que vous avez des enfants, que vous donnez des informations sur votre vie privée et que vous l'avez écrit dans votre CV, le recruteur a le droit de vous poser des questions dessus. Par contre,
Si ce n'est pas écrit, il n'a pas le droit de vous poser la question. Parce que c'est justement, après, 10, ça peut être discriminant, et ça fait partie des 26 critères dans la loi qui font qu'on n'a pas le droit de poser des questions sur la vie privée des gens. Par contre, si vous me dites que vous adorez faire de la plongée sous-marine, bah, ça tombe bien moi aussi, et bien je vais en parler avec vous. Et généralement, ça se fait à la fin de l'entretien, et c'est là le piège. Parce que quand on est en entretien de recrutement, généralement les gens sont très très concentrés la première demi-heure. Parce qu'ils sont, voilà, ils expliquent leur parcours, on reste dans le milieu professionnel. Quand on arrive à la fin de l'entretien de recrutement et qu'on commence à parler des loisirs, si vous l'avez écrit sur votre CV, c'est là qu'on va commencer à rentrer dans un discours un peu plus informel. Et si c'est informel, c'est là que vous risquez de vous relâcher et commencer à me donner des mots familiers comme ah ouais, j'adore faire ça avec mes potes, vous voyez, des mots comme ça. Et ça c'est là que vous pouvez vous faire entre guillemets piéger. Même si le but d'un recruteur c'est pas vous piéger, peut-être que certains le font, mais c'est pas le métier RH, c'est pas de piéger les gens. Le métier RH et du recruteur, c'est de savoir si votre personnalité conviendra avec l'équipe dans laquelle vous allez arriver, conviendra avec le manager avec lequel vous allez travailler, et si vous êtes quelqu'un avec qui on peut échanger, on peut travailler correctement au travail. Donc pour résumer tout ça, soyez sincères, soyez honnêtes, soignez votre présentation à la fois sur votre CV et votre entretien, et a priori tout se passera bien. Voilà. Je vous laisse encore quelques secondes pour les questions. Si vous avez des questions, il y a 5 minutes, on me dit que j'ai encore 5 minutes. Donc je suis bien. Non, j'ai abordé ce que je voulais aborder, mais je voulais savoir, ou s'il y a des choses que je vous ai dites qui vous ont choqué, dites-le aussi. Ça fait partie des... Voilà. Peut-être que vous avez découvert l'envers du décor et que vous ne voudrez plus jamais aller voir les RH. Mais au contraire, sachez quand même que la RH, comme le disait tout à l'heure Morgane, un RH, il vous recrute, mais aussi il vous aide et il vous accompagne dans votre vie professionnelle. Les alternants, on les accompagne au quotidien. Alors, comme l'a dit Jean-Christophe tout à l'heure, le tuteur, il est très important parce qu'il est votre référent. Il est, au-delà d'être celui qui vous note, hein, bien évidemment à la fin, comme les profs, mais c'est celui qui vous accompagne. Mais la RH, effectivement, est un point de repère important quand on arrive dans une entreprise, parce qu'on vous aide à vous intégrer, on vous explique. Et pour avoir été stagiaire et non pas alternante, je sais des fois que c'est pas facile, quand on ne connaît pas le secteur de l'entreprise, de se faire une petite place au soleil en tout cas. Donc c'est important d'être accompagné de sa RH et de son tuteur. Et la RH, effectivement, elle accompagne, elle forme, elle renseigne. Et même si elle n'a pas toujours une image extrêmement positive dans les entreprises, en tout cas, elle tend à s'améliorer, au moins à l'Agir Carco. Voilà. Est-ce que je ne vois pas de questions supplémentaires? Soit vous avez tous envie de refaire votre CV, après ce que je vous ai dit, soit tout va bien et tant mieux. L'Agir Carco accepte-t-elle des stagiaires et lycéens en formation? Oui, on prend des stagiaires, tout à fait. Donc sachez que on va vous mettre ça dans les documents, mais on prend des stagiaires et on prend des alternants. On en prend entre 15 et 20 par an sur tous les domaines, particulièrement le domaine de l'informatique. La moitié des alternants qu'on prend sont en informatique, donc pour apprendre le métier de l'informatique dès le départ, c'est-à-dire ça commence par comment on installe les PC, le réseau, on fait ce qu'on appelle du support informatique. Et puis on prend des alternants et des stagiaires en communication, en MOA, en RH. Voilà, donc tous les métiers de l'entreprise, à part la dimension commerciale qu'on n'a pas à l'Agir Carco, peuvent être pris en stage ou en alternance. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos CV ou candidatures si vous le souhaitez. On vous mettra un lien dans les documents pour que vous puissiez nous écrire. Merci Emmanuelle. De rien. Et je vais aussi remercier l'ensemble des intervenants pour cette session et les participants qui vraiment nous ont écoutés et ont posé des questions, joué le jeu des sondages. Je vais conclure cette session en espérant que vous avez découvert vraiment l'alternance et l'apprentissage comme étant une possibilité de vous former et de vous intégrer dans une entreprise. On découvre une entreprise, on découvre un métier,
On peut s'appuyer à la fois sur des collègues, sur son tuteur, sur des services dédiés aux services pour vous accompagner pendant cette alternance et vraiment, c'est quelque chose qui est bénéfique pour tout, tant pour vous que pour l'entreprise également, qui peut justement vous accompagner pendant cette formation et qui peut ensuite déboucher sur une embauche si tout se passe bien pour tout le monde. C'est aussi une possibilité. Je vous propose, à l'issue de cette session, de télécharger les documents. Vous vous souvenez, en activant la petite roue dentelée pour accéder à la fonctionnalité options et configuration qui vous permettra d'accéder aux fichiers à télécharger. Vous trouverez également le flyer sur l'alternance qui vous présente l'alternance à l'Agirc Arrco et dans la branche retraite complémentaire et prévoyance, ainsi que les sites de la bourse de l'emploi, hein, qui est un outil de recrutement, et les pages de recrutement de l'ensemble des groupes de protection sociale et de la fédération Agirc Arrco. Vous pouvez, et vous n'hésitez pas à le faire, poser des questions, nous retrouver sur les... Alors attendez, je cherche évidemment la présentation dans laquelle je vais vous expliquer cela. Pour nous retrouver, vous pouvez ensuite, dans quelques jours, accéder au replay de ce webinaire, ou ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre aujourd'hui, il y en a quelques-uns, qui sera accessible sur le site tufaiquoi.là.fr. Alors la petite subtilité, c'est là A pour Agirc Arrco, hein. Donc tufaiquoi.là.fr. Consultez les offres de recrutement à partir du flyer sur les différents sites de recrutement. Nous suivre aussi sur notre compte Instagram, tu fais quoi là, toujours le même nom, Instagram, et posez vos questions. Vous y trouverez des portraits de stagiaires dès la 3e, de stagiaires en études supérieures ou d'alternants qui partagent avec vous leur expérience au cours de leur alternance et de leur apprentissage, et aussi des posts, des informations sur les métiers et sur le domaine de la protection sociale. Donc n'hésitez pas à nous suivre et à nous retrouver et à poser vos questions également sur notre mail générique 1000stage@agirc-arco.fr. Donc n'hésitez pas et j'espère qu'on aura une nouvelle occasion de vous retrouver pour un prochain webinaire. Au revoir à tous, bon après-midi et bonne future alternance.